Bonjour et bienvenue de nouveau sur ce plateau télé de la Tribune à Strasbourg, dans le hall de la SIG, le hall Rhenus. On continue nos échanges ce matin avec des entrepreneurs et des entrepreneuses du Grand Est. La deuxième table ronde est consacrée à la thématique suivante, ces projets qui racontent demain. Donc nous sommes dans des projets, des usages et des produits disruptifs. Le premier intervenant sera Jean-Philippe Marie de Chastenay. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de la société Sounduct. HypnoVR, Nicolas Chétel, bonjour. Vous êtes fondateur de cette société qui est spécialisée dans l'utilisation de la réalité virtuelle à des fins médicales et anesthésie. Rosemarie Auclair, bonjour. La société Woodlight que vous avez fondée est une société qui produit des plantes lumineuses. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit. Une plante lumineuse, c'est intéressant. Capucine Baird, bonjour. Capucine, vous êtes fondatrice avec votre frère de la société Zoro, établie à Nancy, qui fait de la résolution de conflits en ligne, donc B2C et B2B. Et Noémie Berkoff, bonjour Noémie, vous dirigez la société Urban Loop à Nancy, vous êtes l'inventeur d'un nouveau système de transport, petites navettes autonomes, qui sont déjà en usage, qui sont déjà en activité à Saint-Quentin-en-Yvelines, et qui seront bientôt mises en place dans la banlieue de Nancy, sur le quartier Meurthe, sur un circuit de 7 ou 8 km, c'est bien ça? C'est bien ça, à part que je ne suis pas l'inventeuse, je suis la directrice générale de la structure. Vous êtes la dirigeante d'Urban Loop à Nancy. Dominique Bouter, bonjour, vous êtes le directeur régional Grand Est et Nord de Business France. Bonjour. Bonjour, et vous nous apporterez des éclairages et des explications aussi sur ce que vous faites en matière d'accompagnement de toutes ces entreprises à l'international. Alors commençons par les deux sociétés qui se situent dans le secteur médical et dans les medtech. Jean-Philippe Marie de Chastenay, la société Sounduct, a mis au point un dispositif qui rend l'audition aux sourds, aux personnes sourdes. De quoi s'agit-il exactement et en quoi votre projet peut-il être qualifié de disruptif? Alors, le principe de Sounduct, c'est d'utiliser non plus l'oreille comme étant un vecteur, ce qui chez les personnes sourdes ne fonctionne pas, pour différentes raisons, parce que ça peut être l'oreille elle-même qui est malade ou parce que ce sont des maladies qui sont parallèles, et d'utiliser par contre la conduction osseuse, donc de travailler sur les différentes longueurs d'onde que les os peuvent avoir pour transférer des médiums, et donc donner un son qui est d'une part plus clair et plus large, et d'autre part qui adresse des pathologies qui ne peuvent pas être adressées sans chirurgie, puisque c'était l'enjeu. Actuellement, il y a des implants qui existent et qui permettent ça. Le point est le coût de ces dispositifs, puisqu'on a une chirurgie, on a beaucoup de refus, c'est très invasif. Donc l'idée, c'est de se dire comment est-ce que la technologie finalement reprend, et c'est du disruptif à l'envers, on va dire, c'est comment est-ce que la technologie reprend son rôle de discrétion dans le quotidien des gens et non plus comme un élément évident, et comment il revalorise l'être humain en le rendant visible dans ce cas-là le handicap. Et ça s'étend à d'autres pathologies que la surdité pure. Le marché économique au niveau français et mondial représente combien de personnes, combien de patients potentiels? Alors le marché de personnes qui doivent être équipées, donc on est en classe 2A d'un point de vue technique, donc pour des surdités relativement conséquentes, même pour les entendants, c'est 487 millions de personnes dans le monde. Et le marché des malentendances générales est prévu par l'OMS d'augmenter d'1,5 milliard d'ici 2050. On est une génération de gens qui avons grandi avec une marque japonaise qui a inventé un produit extraordinaire qui a donc détruit nos oreilles. On vit dans un environnement bruyant en permanence, et donc c'est un marché qui malheureusement est en très forte croissance. Le Walkman, vous le citiez tout à l'heure, il coûte une centaine d'euros. Combien coûte votre dispositif à vous? Alors le dispositif, il est prévu pour être dans la moyenne des dispositifs de cette classe-là. Donc on n'est pas dans le 100% santé, puisque le 100% santé, dispositif remboursé complètement sans perte, c'est sur des produits d'entrée de gamme. Là, on va être sur des produits qui valent entre 1500, mais qui sont avec des piles, et 2500 en gros. Nous, on a un prix cible marché, mais c'est pas nous qui le fixons, puisque ça sera vendu par des audioprothésistes. On espère être autour de 1500, 1600 euros.
tout en produisant en France. Donc on est quand même loin du reste à charge zéro qui a été promu par le gouvernement. Alors, on n'est pas loin du reste à charge. Le reste à charge zéro, il existe sur les produits qui sont sous le reste à charge zéro. On est sur un produit qui s'adresse à une partie. Donc là, en fait, c'est beaucoup plus les mutuelles qui prennent la part la plus conséquente que la sécurité sociale. Mais de toute manière, ça fonctionne sur le même modèle avec effectivement un reste pour le client qui peut être... Donc c'est pour ça qu'on a essayé de travailler, nous, pour le rendre le plus accessible possible et réduire ce reste à charge. La société est établie à Strasbourg. Quel accompagnement avez-vous reçu de la part de l'écosystème ? Alors la société est née à Paris, s'est installée à Strasbourg, a déménagé, parce que justement l'écosystème Grand Est strasbourgeois, donc on a commencé à être incubé par Semia, maintenant du coup Quest for Health, Quest for Change, Quest for Industry. On a la région, on a la BPI, on a l'Eurométropole, on a le Port du Rhin, on a l'Adira, il y a un ensemble d'écosystèmes, on a l'hôpital d'Aude-Pierre, puisque c'est lui qui nous accompagne et l'IHU, il y a un écosystème merveilleux en santé, de gens passionnés, passionnants, qui sont là pour que les projets aboutissent. Et vous n'êtes pas en train de nous dire que Strasbourg a le meilleur écosystème pour la medtech ? Je sais pas. Vous n'êtes pas obligé de le dire parce que vous êtes à Strasbourg, mais est-ce que vous... Voilà, j'assume en n'étant pas alsacien. Oui, on y est très heureux et il y a un certain nombre de sociétés qu'on peut croiser à Nexmed qui sont installées. Nexmed qui est donc le bâtiment où sont incubés les sociétés. Qui est donc le bâtiment où sont un certain nombre de personnes et on a tous commencé rue de l'Académie chez Semia au départ, qui sont avec des transplants parisiens parce que oui, il y a un écosystème qui est plus court et qui fonctionne sur une base très saine. C'est si vous bossez bien, on vous ouvrira les portes. Bossez et on vous ouvrira. À Paris, on va être beaucoup plus sur réseauter, on vous ouvrira. Ce qui fait pas du tout le même écosystème. Donc on est dans un pragmatisme. Vous dites que l'écosystème est court, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un système de guichet unique ? Alors, je dirais pas jusqu'au guichet unique, mais on a des interlocuteurs qui se connaissent tous bien depuis longtemps et qui savent interagir en bonne intelligence ensemble pour que chacun soit au bon moment dans la chaîne d'évolution de la structure. Et ça, c'est clé parce que ça nous évite, nous, d'avoir à penser à qui on va aller. Il y a un système de proactivité. Donc, c'est pas un guichet unique, mais on va vous dire, maintenant, c'est celui-là qui va être le bon et c'est terme d'interlocuteur et le voici. Vous parlez d'un marché mondial de quoi, 487 millions de personnes, ouais. Millions de personnes à équiper. Donc, vous regardez tout de suite l'export. On regarde immédiatement l'export. J'en retiens que vous êtes très ambitieux. On n'est pas ambitieux, on est humain. L'humain est nomade et le sourd est sourd partout pareil. Donc c'est là où on est deep tech aussi d'un point de vue BPI pur. C'est qu'effectivement, un sourd, c'est sourd pareil à Paris, à New York, à Londres, à Tokyo. Et dans notre cas, on est capable d'adresser aussi les marchés en voie de développement, puisque comme on n'a pas de problème avec l'hygiène de l'oreille, on est capable de s'adresser à des marchés qui pour l'instant ne sont pas vus comme des marchés, mais comme des endroits où on n'a pas d'équipement, sauf si on est riche. Donc c'est aussi une réduction d'inégalité. C'est juste peut-être un être humain. Il y a encore une barrière à franchir, c'est le marquage CE ou l'agrément FDA aux États-Unis. Est-ce que c'est difficile ? Alors, là pour le coup, on doit reconnaître aux États-Unis, aux Américains, un pragmatisme intéressant, puisque la FDA, c'est un bureau fédéral comme le FBI, donc ils ont les mêmes pouvoirs d'audit et de prison quand on ne fait pas bien, mais par contre, il y a un guichet unique très classé et un pragmatisme qui est si c'est bon pour le patient, on va simplifier. En Europe, le chemin est un peu plus long, donc normalement, la clearance FDA, on devrait l'avoir début de l'année prochaine, milieu de l'année prochaine. Ce sera 6 mois plus tard en Europe. Dominique Bouter, est-ce que Business France est déjà en mesure d'accompagner un projet tel que celui de SoundDuct ? Alors, tout à fait. Business France est une agence nationale, donc notre siège est à Paris, mais nous sommes présents dans toutes les régions de France par le biais de partenariats qui s'appellent la Team France Export et qui font partie de l'écosystème que citait monsieur Marie de Chastenay.
Jean-Philippe, excusez-moi. Voilà, cette Team France Export, elle a été mise en place dans deux soucis. D'abord, d'avoir de la visibilité pour éviter d'avoir plusieurs guichets et d'avoir un interlocuteur unique pour les entreprises de la région. Et d'autre part, de proximité pour pouvoir les accompagner vraiment sur le terrain. Elle est pilotée par la région Grand Est, que je remercie d'ailleurs de participer et nous accueillir pour cet événement. Nous avons des équipes de terrain qui accompagnent les entreprises. Vous avez un conseiller de proximité qui fait partie de la Team France Export, qui est spécialisé d'ailleurs dans le secteur santé et qui est à votre disposition pour vous ouvrir toutes les portes de l'international, vous proposer des actions soit en France, parce qu'il y a des actions qui sont faites ici en France de préparation, de réflexion stratégique, de diagnostic, mais aussi à l'étranger, parce que Business France dispose d'un réseau mondial qui est présent physiquement dans plus de 55 pays, mais qui couvre avec des partenariats à pratiquement 110 pays, et sur lequel nous sommes en mesure d'accompagner les entreprises à l'international dans différents programme qui s'adresse aussi bien à des entreprises primo-exportatrices que des entreprises déjà confirmées. Très concrètement, monsieur est en contact avec la FDA, il est en négociation avec les autorités américaines. Est-ce que vous avez un bureau à Boston, à Philadelphie, qui va représenter ses intérêts de l'autre côté de l'Atlantique ? Oui, on a tout un réseau de bureaux aux États-Unis avec, je crois que dans le secteur santé, on a presque une douzaine de conseillers sur le terrain qui sont en liaison avec les autorités locales, en liaison avec les partenaires, les clients, les distributeurs, les importateurs, puisque nous, notre rôle à l'étranger, c'est d'être des metteurs en contact, des ouvreurs de portes, et donc nos équipes sont locales sur le terrain et vraiment, je pense, en mesure d'aider les entreprises. Alors Nicolas Chétel, avec la société Hypnovert, vous exportez déjà. Vous avez mis au point un dispositif qui utilise la réalité virtuelle pour permettre des anesthésies au bloc opératoire. Ce produit a reçu son marquage CE. Il est déjà exporté. Oui, absolument. Donc Hypnovert a été créé fin 2016 à Strasbourg avec une première phase effectivement de prototypage, de validation clinique, parce qu'on est quand même dans le domaine de la clinique, et puis de marquage. Et en fait, dès le début de l'aventure, quand on a créé Hypnovert avec le docteur Graff et le docteur Chauvin, on s'est dit qu'à partir du moment où on démontrait qu'Hypnovert était efficace pour traiter la douleur et l'anxiété, il y avait une forme de responsabilité à le rendre accessible au plus grand nombre de patients. Exactement comme le disait Jean-Philippe, les sourds, ils sont sourds, que ce soit à Paris, à Londres, à New York ou à Mumbai. C'est vrai aussi pour la douleur et l'anesthésie. Finalement, à partir du moment où on a un dispositif médical innovant qui fonctionne, qui permet aux gens d'avoir moins mal, d'être moins anxieux en consommant moins de médicaments, il y a une forme de responsabilité à le rendre accessible. Alors nous, on a commencé à côté de chez nous, puisque les premiers pays où on a déployé Hypnovert, c'était notamment la Suisse pour des raisons culturelles au point de vue médical. Puis aujourd'hui, Hypnovert est déployé à des utilisateurs dans près d'une dizaine de pays, aussi bien en Europe, que ce soit en Belgique, en Allemagne, au UK, en Italie ou en Autriche, qu'un peu plus loin, jusqu'au Canada ou à Hong Kong. L'exportation a démarré de manière assez naturelle pour vous alors ? Absolument, et en fait elle a démarré en prenant un parti très international depuis le début. Je le disais, c'était vraiment dans l'ADN d'Hypnovert, c'est l'accessibilité, et on a aussi en fait pris ce pari très tôt en se disant l'international, c'est pas qu'à l'étranger, c'est aussi chez nous. Et quand je dis chez nous, c'est évidemment en France, mais aussi en Europe, en se disant qu'il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des communautés linguistiques extrêmement importantes. Et donc notre objectif, quand on a lancé Hypnovert, c'était d'avoir tout de suite un panel et une gamme de langues extrêmement variées pour pouvoir aussi répondre à des attentes des patients dans des pays, dans leur langue maternelle, même si cette langue maternelle-là n'était pas spécialement la langue du pays où ils habitaient. On aborde cette problématique de langue, pourquoi ? Pour parler avec le praticien ou pour le dispositif médical lui-même ? Non, c'est vraiment pour le dispositif médical. En fait, ce qu'on a fait chez Hypnovert, on a tout simplement numérisé une pratique extrêmement connue et reconnue par les professionnels de santé, qui est l'hypnose médicale.
qui a fait l'objet d'une validation scientifique par plus de 300 études depuis des dizaines d'années dans le domaine du traitement de la douleur et de l'anxiété, et qui était confronté à une problématique, c'est que pour faire de l'hypnose au bloc opératoire, il fallait quelqu'un de formé et quelqu'un de disponible. Et ça, compte tenu des contraintes à la fois de ressources et de budget dans les établissements de santé, c'était une problématique. Et donc nous, ce qu'on a imaginé au départ et ce qu'on a réussi à faire, c'est numériser l'hypnose médicale, la rendre accessible grâce à un logiciel et à un casque de réalité virtuelle. Et évidemment, dans le contexte de l'hypnose, on accompagne les patients véritablement dans un monde de confort et de sécurité qui est le leur, dans lequel ils se sentent bien, dans lequel ils ont moins mal, ils sont moins stressés. Et évidemment, pour les accompagner de la meilleure des façons, il faut que ce soit fait dans leur langue. On l'utilise dans quelle pathologie, votre casque ? Alors l'utilisation d'Hypnovert, elle est extrêmement variée. Aujourd'hui, il y a un domaine, je dirais, historique, qui est vraiment le bloc opératoire, en complément d'une anesthésie qui peut être locale ou loco-régionale. Donc là, on peut par exemple penser à des chirurgies du genou, des chirurgies de la main, mais aussi de la cardiologie interventionnelle pour des poses de stent, de pacemaker. Et puis en plus, depuis le Covid, en fait, on s'est aussi beaucoup développé en dehors du bloc opératoire. Parce que, comme nous le disaient les médecins, les gens, il n'y a pas qu'au bloc opératoire qu'ils ont mal et qu'ils sont stressés. Et donc là, on peut penser à des cas d'usage. On travaille beaucoup en oncologie, notamment en accompagnement des séances de chimiothérapie ou dans des examens d'urologie, d'endoscopie. Très bien, on reviendra tout à l'heure à votre modèle économique. Avec plaisir. Capucine Bert, vous avez fondé à Nancy avec votre frère Myrtil la société Zoro, qui est une société qui se spécialise dans la digitalisation des process de litige qui sont rendus insoutenables, me disiez-vous, par la dématérialisation. Oui, Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ? évidemment, la dématérialisation, la digitalisation des process, l'ubérisation des services, tout ça a démultiplié en fait aujourd'hui les litiges. Nous, on part du principe qu'il y a aussi une paupérisation des recours. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de directives européennes qui prônent la création de services extrajudiciaires de résolution. Nous, c'est ce qu'on a créé. En fait, Zoro, c'est une solution de dialogue d'abord qui permet la résolution des litiges consommateurs et entreprises. On pointe en fait des problèmes, on a divers canaux pour analyser les problèmes en ligne et dans la vraie vie. On pointe des problèmes, on les réunit sur notre plateforme, donc ce sont des problèmes systémiques. Ça crée finalement des réclamations collectives qu'on adresse aux entreprises à qui on propose différentes solutions pour venir les régler. Dans quel but ? Pour les prémunir en fait du boycott, du trashing en ligne, parce qu'on sait aujourd'hui que les entreprises sont très... C'est vous qui prévenez. C'est vous qui prévenez. C'est nous qui prévenons, ou bien ils sont prévenus parce qu'on a quand même tout un trafic, une stratégie d'influence qui fait qu'elles sont prévenues. Et puis de toute façon, elles ont beaucoup d'outils de veille. Elles sont prévenues qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger et qu'il va falloir venir désamorcer pour se prémunir de la vraie action collective judiciaire pour le coup. Vous donner un exemple peut-être d'une entreprise qui a été victime de trashing, que vous avez alerté et dont vous auriez résolu le problème ? Alors pour l'instant, nous avons 4 mois, nous avons plutôt des exemples d'entreprises pour lesquelles nous sommes en train d'essayer de résoudre des problèmes. Il y a différentes sortes d'entreprises. Il y a les entreprises qui mettent la satisfaction de leurs clients au cœur de leur ADN de marque. Il y a des entreprises qui ont des méthodes de communication un peu alternatives et qui essayent plutôt parfois de communiquer plutôt que de résoudre. Nous, dernièrement, avec toute notre technologie, on a réussi à pointer un problème qui touche aujourd'hui, je pense, des milliers de personnes. En tout cas, c'est de plus en plus croissant. Depuis novembre dernier, il y a des milliers de personnes qui n'ont plus aucune réclamation sur la plateforme Airbnb. Alors, ces personnes, souvent, c'est... Le président de Airbnb disait il n'y a pas longtemps que l'économie collaborative, c'était un poumon économique pour pas mal de personnes. Ça leur permet de financer pas mal de choses. Donc évidemment, quand ça s'arrête brutalement, comme en novembre dernier, ça commence à poser problème. On a réuni des milliers de personnes à tout horizon et sur notre plateforme. On a été contactés par Airbnb. On leur a dit, écoutez, aujourd'hui, on ne sait pas l'origine de ce problème. Ce qui est important, c'est de venir parler à ces consommateurs, à ces hôtes, pour leur proposer une solution et puis être transparence, parce qu'avec le Digital Service Act, etc., c'est aussi une obligation. Airbnb n'a pas souhaité
venir répondre en ligne. C'est bien dommage parce que il y avait beaucoup de personnes en souffrance. Nous, on est de l'ordre de l'alternative à l'action collective, de l'ordre de l'amiable. Donc, on n'est pas là pour aller en justice. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui s'occupent de prendre le relais parce qu'on travaille avec beaucoup d'associations. Mais en revanche, du coup, aujourd'hui, on est contacté par pas mal de services de location courte durée, très transparentes, qui viennent sur notre plateforme. Est-ce que vous avez l'intention d'être à l'avenir adossé à un cabinet d'avocats? Alors, depuis ce 10 jours et depuis ce Airbnb Gate, comme on l'appelle, dont on a pas mal parlé, on est contacté par beaucoup d'associations, même des comités de défense, par des cabinets d'avocats, parce qu'évidemment, nous, le but, c'est quand même d'aider les consommateurs, d'aider les entreprises, et s'il n'y a pas de solution de trouver, il faut que ce soit repris dans d'autres sphères, évidemment. Il y a une grosse action collective qui se prépare en France contre Stellantis à propos d'un moteur 3 cylindres qui serait défaillant. Est-ce que vous avez des ailes pour accompagner ces gens-là? Alors, j'en ai beaucoup entendu parler. Ils sont accompagnés par Maïléo, je crois, et par des actions collectives pures et dures. Nous, le but aujourd'hui, c'est on ne veut pas s'engager dans les actions collectives judiciaires parce que ça met longtemps, ça met plusieurs années, parce que les résultats de l'action collective et de l'action de groupe aujourd'hui sont assez minimes. On pourrait être épaulé par la Commission européenne de défense des consommateurs, on pourrait se lancer là-dedans, mais notre but justement c'est de désamorcer tout ça pour permettre des solutions immédiates qui vont permettre d'accompagner les consommateurs et aussi les entreprises. Dans les années 50, il y avait un avocat américain, Ralph Nader, qui a attaqué les constructeurs automobiles américains de manière frontale en disant que leur voiture était dangereuse à n'importe quelle vitesse. Vous êtes plus soft dans votre approche? Nous, on est plus amiable, on est aussi à l'ère du numérique, on est aussi à l'ère de la transparence et aussi on est à l'ère de l'influence. On part du principe que les entreprises, pour se prémunir du bad buzz, pour se prémunir d'une action collective, elles vont vouloir désamorcer et partir sur de l'amiable. Donc c'est très flatteur. J'aime beaucoup l'œuvre de cet homme. Nous, on est plus de l'ordre de la pacification de la relation client. Et du coup, le business model, le modèle économique de Zoro, quel est-il? Comment est-ce que vous vous rémunérez? Alors nous, on a quand même une logique quand même. On est comme aussi là pour lisser la fracture juridique. On est là pour accompagner les consommateurs. Donc les consommateurs, c'est gratuit et c'est aussi gratuit pour les entreprises jusqu'à un certain niveau. Évidemment, après, on a des modèles premium qui vont leur permettre d'avoir des corners privés, de parler avec les consommateurs, de rentrer en résolution, de faire des actions de communication positive, de prendre le lead et la parole pour expliquer, ou même de faire du storytelling. Moi, j'adore ce nouveau mot. Le storytelling, c'est faire un mea culpa. À l'heure de la RSE, de la transparence aujourd'hui, c'est faire table rase quand on a fait des choses qui ne le fallait pas, s'excuser et repartir sur de bonnes bases. C'est ce que permettrait notre solution. Merci. Noémie Berkoff, vous avez un point commun avec Capucine Berth. Vous êtes toutes les deux établies à Nancy, mais en dehors de cela, votre projet n'a rien à voir avec celui de Zoro, puisque vous êtes dans la mobilité et dans le transport de personnes. Vous avez établi votre entreprise Urban Loop à Tomblaine, en banlieue de Nancy. La production finale se fait là-bas aussi, l'assemblage des navettes. Et Nancy vous offre accès à un premier marché public. Le Grand Nancy vous a acheté votre système, il sera opérationnel là-bas en 2027. Est-ce que vous pouvez commencer, s'il vous plaît, par nous raconter la genèse du projet d'Urban Loop? Oui, bien sûr. Merci de cette invitation et de cette opportunité de raconter ça. Donc, Urban Loop, c'est en effet une entreprise industrielle qui propose, comme vous le disiez, des petites capsules, des navettes de transport. Donc, ces navettes ont plusieurs particularités. Elles sont autonomes, c'est-à-dire qu'elles sont sans chauffeur. Elles sont électriques, il n'y a pas de batterie. Et elles sont guidées. La genèse de cette entreprise, c'est né en 2017. Donc, c'est né dans le monde académique des écoles d'ingénieurs de l'écosystème de Nancy et de l'université de Nancy-Lorraine, avec au départ un prof qui se dit tiens, je dois trouver des thèmes pour faire travailler mes étudiants. Cette année, on va travailler là-dessus. Plus de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France sont dues au secteur global des transports. Et sur ces plus de 30%, il y a plus de la moitié qui est sur le véhicule individuel. Donc vraiment, l'idée de départ, c'était comment on contribue au report modal, comment on fait en sorte que des usagers abandonnent leur voiture au profit d'un transport en commun. Donc le constat et l'analyse un peu sociétale et sociologique des transports en commun a assez rapidement mené à se dire les bus aujourd'hui dans les zones périurbaines, les zones moyennement densifiées, personne ne les prend. Personne ne les prend parce qu'ils passent toutes les demi-heures ou toutes les 20 minutes et qu'en fait, ce qui fait qu'on abandonne sa voiture ou qu'au moins on y réfléchit, c'est le temps de trajet.
Donc vraiment, l'idée d'Urban Loop au départ, ça a été comment on concurrence le véhicule individuel sur son temps de trajet. Donc c'est né comme ça pendant 2 ans dans le monde académique, avec une très très grande liberté de recherche, parce qu'au départ, ce n'était pas un projet commercial. Et puis ensuite, en 2019, la société a été créée parce que tout un écosystème de gens s'est dit, ce truc, ça peut quand même avoir du sens pour répondre à un besoin de la société aujourd'hui. C'est un système guidé, donc un système qui adresse une population sur une boucle qui est prédéterminée. Exemple sur Nancy, quelle est la population qui est visée par votre projet ? Tous les usagers des systèmes de transport en commun. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, c'est guidé. Donc c'est guidé pourquoi en comparaison avec les navettes autonomes qui sont routières, qui ne sont pas guidées, nous, on est sur un système guidé parce qu'il était important d'aller vite et de pouvoir concurrencer la voiture sur son temps de trajet. Donc si on veut pouvoir faire avancer assez rapidement un véhicule autonome, et Urban Loop a une vitesse commerciale garantie de 30 km/h et une vitesse de pointe d'au-delà de 50 km/h, si on veut accéder à ces vitesses-là, il faut être guidé. Ensuite, c'est un système de transport public, transport en commun, donc ça s'adresse à 100% de la population. C'est bien sûr inclusif, on peut monter avec une unité de fauteuil roulant et en situation de handicap dans notre Urban Loop. Et là, le projet précis de la métropole du Grand Nancy, c'est un projet donc qui va de l'arrêt Saint-Georges, donc en connexion directe avec la gare par le nouveau trolleybus, et qui va jusqu'au parking relais de Maxéville en desservant le pôle générateur de mobilité qui est la future cité judiciaire. Donc nos usagers, ça va être des gens qui se rendent à la cité judiciaire, soit par exemple en arrivant du nord, en se garant au P+R Maxéville, en allant à la cité judiciaire, soit en venant de Paris pour une activité, un avocat qui vient de Paris pour un procès au tribunal, qui va arriver par la gare, un coup de trolleybus, pas d'attente en station, Urban Loop, cité judiciaire, des gens qui habitent là, des gens qui se rendent sur tous les pôles qui vont être aménagés dans le cadre de cette reconquête de ce foncier qui est très long, très pincé, entre le canal de la Meurthe d'une part et la Meurthe d'autre part. Quelle est l'emprise au sol de votre système ? L'Urban Loop donc, est guidé, c'est un transport, il est guidé en site propre exclusif. Et son emprise au sol, en échange de ce site propre exclusif, est très réduite. On est sur un gabarit limite d'obstacle, comme on dit dans notre monde, de 1,50 m par sens. La capsule, pour la visualiser, elle fait 1 m de large, 1,70 m de haut et un peu moins de 4 m de long. Donc c'est assez petit. Et donc le gabarit limite d'obstacle, l'emprise nécessaire au sol, c'est 1,50 m. Ça veut dire qu'on peut s'implanter sur un bord de route, sur un trottoir, sur un délaissé, de manière assez facile. L'équivalent d'une piste cyclable, en fait, en largeur au sol. L'équivalent d'une piste cyclable, et en règle générale, on s'implante à côté d'une piste cyclable et bien entendu jamais à la place d'une piste cyclable. Il est très clair que l'Urban Loop ne concurrence que la voiture sur son temps de trajet, s'implante à côté des voies cyclables et l'ADN, c'est vraiment de faire du rabattement ou de la diffusion sur les modes plus lourds. Faire du rabattement, on parle dans le Grand Est de plusieurs projets de SERM, des services express régionaux métropolitains. Celui de Strasbourg est déjà opérationnel, il y en aura bientôt un dans le sillon lorrain et un autre du côté de Mulhouse. D'abord, est-ce que vous êtes candidat à l'équipement en bout de ligne de ces projets de SERM ? Résolument, nous sommes absolument candidats à ce type de projet. On a rencontré la Société des grands projets il y a quelques mois déjà, qui est l'organisme de maîtrise d'ouvrage qui peut les porter. Et en fait, c'est vraiment nous notre rôle. C'est-à-dire qu'en termes de capacité, Urban Loop, ça emmène entre 0, 500 jusqu'à 3000 personnes par heure. Quand un service express métropolitain, on est bien au-delà. Un métro, c'est 25 000 personnes par heure. Donc nous, on est vraiment exprès pour ça, pour remplir ces modes plus lourds, donc des TER, des services express régionaux métropolitains. Donc oui, on a rencontré le député qui a écrit cette loi sur les SERM pour quelque part faire labelliser notre solution comme étant une carte du grand jeu de cartes de la mobilité. L'objectif, c'est que les usagers ne prennent pas leur voiture en partant de chez eux, parce qu'une fois qu'ils sont dans leur voiture, c'est pas vrai qu'ils vont à la gare TER et qu'ils s'arrêtent et qu'ils prennent le train. Une fois qu'ils sont dans leur voiture, ils vont jusqu'au bout. Et donc, si on arrive à avoir une offre, un maillage fin du territoire, avec le bon mode de transport au bon endroit, on arrivera à faire du report modal. Donc nous, c'est vraiment notre ADN. Alors à Strasbourg, on construit un tramway vers le nord de l'agglomération pour un peu plus de 300 millions d'euros. Combien coûte votre projet à vous, par exemple, pour aménager 1 km ? Quel est le coût d'aménagement d'Urban Loop ?
Alors le coût global d'un projet Urban Loop, système de transport d'une part et infrastructure d'autre part, il est entre 2 et 5 millions du kilomètre, selon la quantité d'infrastructure. S'il faut faire un tunnel sur 200 mètres, ça ne coûte pas le même prix que de passer en surface. Donc on est entre 2 et 5 millions du kilomètre. Un métro, ça coûte autour de 100 millions du kilomètre et un tramway, ça coûte autour de 20 millions du kilomètre. Donc on est vraiment toujours dans cette échelle, exactement comme tout à l'heure je vous parlais de la capacité. Sur les investissements, c'est pareil. Alors pourquoi les investissements sont réellement plus légers? Parce qu'on est plus léger. C'est-à-dire qu'une capsule Urban Loop, ça pèse moins d'1 tonne. Donc ça ne nécessite pas une énorme plateforme de béton pour se poser dessus. On est conforme au décret zéro artificialisation nette. Donc sur notre projet de Saint-Quentin-en-Yvelines, on est posé sur de la terre, tout simplement. Et donc la goutte d'eau, elle vient du ciel, bloup bloup, elle passe dans la terre, elle va directement dans la nappe phréatique. Il n'y a pas de système de drainage. Donc ça fait un coût d'infrastructure raisonnable. Les Nancéens ont eu un système de tramway guidé par un rail central qui a laissé un mauvais souvenir. Est-ce que vous pâtissez de ce souvenir-là? Aujourd'hui, on déploie un système qui est éprouvé, c'est-à-dire qu'on est là dans une table ronde sur les systèmes de demain. Nous, on a un système de demain qui est un peu aujourd'hui. Notre système, il est éprouvé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce qu'on pâtit de ce retour sur ce sujet technologique forcément un peu dans l'imaginaire? C'est obligé. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Urban Loop, aujourd'hui, on agrège des sous-systèmes qui sont chacun très éprouvés. Donc aujourd'hui, sur ce système-là, qui est un système de guidage par rail central avec le poids de la capsule et sur une couche de roulement, ce rail central permet quand même l'alimentation de la capsule en énergie, donc c'est important. Aujourd'hui, ça fonctionne. On a des tests pour le projet de Nancy. On a 200 mètres de voies qui sont posés sur notre circuit d'essai à Tomblaine et ça fonctionne. Business France, la même question que tout à l'heure. Si Noémie Berkhoff vient vous voir et a besoin d'un accompagnement pour implanter son système dans une ville nouvelle en Allemagne, vous l'accompagnez ou pas? Mais bien sûr, on a déjà un peu discuté tout à l'heure. En fait, on est, nous, fascinés par toutes ces entreprises, ces startups qui lancent des innovations qui sont appelées à devenir mondiales. On est convaincus que ce sont les champions de l'export de demain, comme commence à l'être déjà Hypnover et Sanduct. On s'intéresse dès à présent, même si elles ne sont pas encore en capacité d'exporter, à ces entreprises. Et d'ailleurs, aussi bien Urban Loop que Woodlight ont déjà des conseillers Team France Export qui sont à leur disposition, qui leur sont attribués et auxquels elles peuvent faire appel. Donc on est vraiment... je dirais, en attente de l'internationalisation de ces entreprises et on est convaincu que ça va arriver très rapidement. Il y a un certain nombre de dispositifs qui sont dès à présent à leur disposition. Il y a une plateforme régionale qui s'appelle teamfranceexport.fr sur laquelle peuvent trouver déjà énormément d'informations sur ce qui est proposé à l'échelle de la région et les différents partenaires qui peuvent les aider sur différents sujets. Il y a des programmes qui ont été mis en place par la région Grand Est pour aider les PME et les néo-primo-exportateurs à se structurer, à organiser leur exportation et à commencer à se former, à se lancer à l'exportation. Donc ce sont des programmes de la région qui sont réalisés en partenariat avec la Team France Export et dans lequel il y a des entreprises start-up qui arrivent et qui se lancent à l'exportation par ce biais-là. Et puis, il y a des solutions digitales maintenant qui existent, qui permettent de commencer à se confronter à l'exportation sans forcément aller tout de suite à l'international, mais parce qu'on invite des acheteurs internationaux sur les grands salons français et régionaux d'ailleurs, pas uniquement parisiens, parce qu'on a mis en place des plateformes de marketplace en partenariat avec des grands comme Alibaba ou des vitrines de l'export pour un certain nombre de produits français. Dans votre métier, Urban Loop, il y a évidemment une forte technicité, il y a une homologation qui est nécessaire avec le bureau des remontées mécaniques et des transports guidés, c'est ça, en France? Tout à fait. Ou service des remontées mécaniques et des transports guidés. Oui. Donc, vous vous attaquez à un marché à l'export. Comment est-ce que vous faites pour accéder à la connaissance de toutes ces subtilités techniques? Service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, tout à fait, c'est une émanation du ministère des Transports. C'est essentiel, hein. On a la responsabilité de transporter du public, donc clairement,
ça nous oblige et c'est une très lourde responsabilité. Le système d'homologation en France, c'est à peu près au minimum 3 ans de travail avec des dossiers réglementaires extrêmement lourds, dossiers préliminaires de sécurité, dossiers de sécurité, etc. On est en train d'en sortir pour le projet de Saint-Quentin. C'est en effet une question importante dans le cadre de l'export. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces réglementations sont pour une grande partie issues des normes européennes. Donc pour tout ce qui est export dans l'Europe, le système français est plutôt mieux disant. Donc on fonctionne toujours de toute façon avec des systèmes de partenariats locaux pour peut-être une transposition un petit peu différente des normes européennes. Mais aujourd'hui, on est quand même, nous, dans un écosystème normatif très contraignant qui fait que l'export est plutôt moins 10 ans en règle générale. Donc on s'adapte avec des partenariats, des cabinets d'avocats locaux qui adaptent nos dossiers. Rosemarie Auclair, vous êtes cofondatrice de Woodlight. Vous êtes biologiste de formation. Vous n'étiez peut-être pas destinée à devenir une start-upeuse au départ. En quoi consiste votre techno ? On parle de végétal, mais on parle aussi de technologie chez vous. Oui. Alors oui, j'ai cofondé la société Woodlight avec mon mari Ghislain, tous les deux docteurs en biologie. Alors, ça se base sur le vivant, notre technologie, justement, parce que ça se base sur la bioluminescence. Donc, la bioluminescence, si vous avez déjà vu des lucioles, des vers luisants dans votre vie, elles sont capables, du coup, de faire de la lumière par elles-mêmes. C'est de la bioluminescence. Et notre idée est simple, entre guillemets, c'est de transférer cette fabuleuse capacité de faire de la lumière dans les plantes pour obtenir des plantes bioluminescentes, donc des plantes qui mettent leur propre lumière sans consommer d'électricité. C'est là tout l'enjeu. Et le but, en fait, de cette technologie, cette innovation, c'est de repenser la lumière dans les villes de demain et de remettre le végétal aussi, de facto, dans la ville. Donc avec cette combinaison du coup de plantes plus luminescence, on pourrait remplacer demain, c'est l'idée, certains lampadaires, certains points lumineux. Est-ce qu'on a suffisamment de lumière pour remplacer un éclairage public ? Alors pas forcément pour remplacer totalement l'éclairage public. On n'est pas sur des puissances lumineuses aussi fortes que la LED, et c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de dire aujourd'hui, on utilise la lumière, c'est un coût énorme en termes, évidemment, coût électrique énergétique, mais aussi en termes de pollution lumineuse qui a des impacts énormes sur la biodiversité. On en parle de plus en plus. Donc, on veut remédier à ça. Mais en même temps, la lumière est utile et importante, essentielle pour la vie nocturne de l'humain. Donc, comment faire pour mieux faire ? Et du coup, l'idée, c'est de dire, on propose demain une solution, parmi d'autres, pour proposer un balisage beaucoup plus doux, une lumière beaucoup plus douce, beaucoup plus diffuse, qui va vraiment faire ce côté balisage nécessaire à la vie nocturne sans avoir ce côté agressif d'une lampe trop puissante. Vous vendez à qui ? Alors l'idée pour nous, c'est... Alors les collectivités sont bien sûr visées à long terme. Pour nous, l'idée maintenant, c'est de nous appuyer sur des acteurs de l'urbanisme, justement, des constructeurs urbains, par exemple, qui pourraient du coup tester nos produits, les éprouver et les déployer pour nous. Quels sont vos premiers marchés ? Est-ce que vous avez déjà signé certains contrats ? Alors, on est en cours de discussion et de signature de contrats. Je ne peux pas trop dire avec qui, bien entendu. Mais il y a évidemment beaucoup de collectivités françaises et même ailleurs qui nous contactent régulièrement, parce qu'ils entendent parler de nous sur différents médias, qui sont intéressés par la solution, qui voient vraiment Quid de la production ? Où est-ce que vous produisez vos plantes bioluminescentes ? Alors, pour le moment, on est sur Ilkirch. On a nos propres... Dans une serre ou avec un horticulteur ? On a des locaux à nous, qu'on loue à l'université, et on a aussi un endroit à l'IBMP, donc c'est l'Institut de plantes sur l'Esplanade. Donc on loue aussi une partie serre chez eux. In fine, on veut s'appuyer sur des horticulteurs dans chaque pays cible pour lesquels on va vendre nos plantes, enfin déployer nos plantes. Donc ce sont des horticulteurs qui vont produire les plantes pour nous. Combien coûte une plante bioluminescente ? Un chêne ou un rosier ? Oui, ça va dépendre de la plante. Alors le coût, évidemment, au départ, va être un peu plus important parce qu'il va y avoir l'amortissement de la R&D qui en découle, mais in fine, ça va être un coût de production qui est similaire à une plante normale. En fait, le fait qu'elle soit bioluminescente ne va pas rendre plus difficile sa production, sa multiplication, en fait. Donc les coûts vont être très très vite réduits pour un prix, en fait, en tout cas un coût de revient très très faible.
Est-ce que la société a déjà réalisé sa première levée de fonds? Oui, on a déjà fait une levée de fonds l'année dernière, en 2023. Ça nous a permis de vraiment accélérer. Donc on a pu, grâce à ces fonds, embaucher 3 personnes en R&D et vraiment du coup accélérer les choses. On était parti vraiment sur une preuve de concept et là on est en train de finaliser le premier prototype qui va sortir cette année pour du coup une commercialisation fin 2025. Il y a de la concurrence sur votre marché? Alors nous sommes les seuls Européens à développer des plantes bioluminescentes. Le seul concurrent que nous avons est américain. Ils ont du coup développé des plantes, c'est pas du tout la même technologie que la nôtre, mais ils ont effectivement des plantes déjà prêtes qu'ils vendent en B2C. Pour le coup, donc c'est pas du tout la même visée par rapport à nous. Mais voilà, on les suit évidemment et c'est intéressant de voir. Mais en B2C, ça a un côté assez ludique, je trouve, d'avoir une plante bioluminescente dans son jardin. Pourquoi vous n'attaquez pas ce marché directement? Alors, parce que notre vision, c'est vraiment celle de la ville, de l'urbanisme. Et on pense effectivement... Après, la mentalité américaine n'est pas la même que la nôtre, évidemment. Et donc, nous, on pense que le B2C serait une étape à long terme pour nous. On pense qu'il faut amener, en fait, cette techno et la faire accepter, entre guillemets, progressivement et pas la proposer tout de suite. Est-ce que l'écosystème local, strasbourgeois, alsacien, Grand Est, vous a accompagné dans votre projet? Oui, tout à fait. Dès le départ, c'est vrai que je rejoins Jean-Philippe là-dessus. L'écosystème strasbourgeois est très riche et petit, ils se connaissent très très bien. Enfin petit, ils se connaissent tous très bien. Ce qui fait que, en fait, effectivement, on va de guichet en guichet très facilement. En fait, ils savent exactement les étapes qu'il faut franchir et quel guichet est adapté pour quelle étape. Et on a été soutenu par l'Eurométropole, par la région, par BPI France depuis le début. Et sans eux, en fait, Woodline n'existerait simplement pas. Vous êtes passé par l'incubation? On est passé aussi par l'incubation Semia, en effet, au tout départ. Ouais, de Semia, ouais. Capucine Berg, vous n'êtes pas passé par l'incubateur du Grand Est. Quel a été le parcours d'incubation de la société Zoro? Nous, on est passé par Grand Nancy Innovation à Nancy. Et puis on est aussi accompagné par France Digitaz, la French Tech Grand Est, qui sont des partenaires de tous les jours, d'un accompagnement très concret. Est-ce qu'à terme, la société restera lorraine ou est-ce que vous avez l'intention de déménager le siège et les activités ailleurs? Alors, passion territoire, hein, mais Nancy en force, mais évidemment... moi, pour mon activité, je suis aussi journaliste, je suis beaucoup à Paris, donc je pense qu'on bipolarisera un peu les activités à un moment. Oui. Même question pour Urban Loop. Votre production a démarré à Tomblaine, mais l'écosystème de l'industrie transport, il est pas nancéen dans le Grand Est. Pourquoi est-ce que vous êtes à Tomblaine? On est à Tomblaine et on est à Nancy justement parce qu'on a bénéficié de cet écosystème extrêmement favorable, comme vous le disiez, favorable, opérationnel, réel au quotidien. Donc aujourd'hui, on est dans une phase importante d'expansion de la structure. On vise de tripler de taille en 3 ans. Donc bien entendu, on vient de créer un site à Lyon et on va créer des sites ailleurs parce que c'est une société qui va fonctionner en mode projet. Quand il faudra déployer 100 capsules dans le Nord ou en Bretagne, il faudra mettre des équipes projet là-bas. En revanche, très clairement, notre production, elle doit rester dans un seul lieu, et ce lieu, c'est Nancy, et ça y restera. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette table ronde. On va continuer maintenant avec Raphaël Duchemin et Emmanuel Antonneau de la société Moustache Bikes. On parlera d'ailleurs aussi de transport avec lui, puisqu'il produit des vélos électriques dans les Vosges. Merci à vous, merci aux auditeurs, et bonne continuation.